Eh bien, bonjour, bienvenue à ce forum, le dernier de l'année, n'est-ce pas? Le deuxième et dernier de l'année. Tout à fait. Alors, on a le plaisir de recevoir trois autoristes que l'on peut qualifier de récentes, sans nullement vouloir les indisposer. Donc voici Julie Wojciak, dite Julie Wo, Sophie Ladame et Maxime Delisle. Donc il y a deux illustratrices, un scénariste, deux marins et plein d'autres facettes que nous allons découvrir au fil de cet entretien. Mais on va commencer en vous les présentant un petit peu, parce qu'on s'est dit quand même que vous les connaissiez pas forcément. Et donc on s'excuse aussi parce qu'il n'y a pas pillage dans les albums qui sont en display devant, parce que pillage est en dédicace à la Maison des Traouiro, qui est un autre lieu, et donc on a complètement zappé ce matin de leur en taxer un. C'est la seule BD qu'on n'a pas volée. Voilà. Alors je commence par Julie Wo. On commence par toi parce que tu as 4 consonnes d'affilée dans ton patronyme. Tu es fort discrète et on n'a guère pu dénicher d'informations sur ta vie et ton parcours. On a cherché. Il semblerait qu'après une enfance montpelliéraine, tu aies craqué pour Rennes et t'y sois installée. Apparemment pour ses rues pavées et ses galettes saucisses, et pas pour la rue de la Soif. Et ça tombe bien, puisque Rennes est la ville où un joyeux collectif rennais d'auteurs de bande dessinée a lancé en 2019 un nouveau MOOC de BD intitulé La Vilaine, dont tu as pu faire la couverture entre autres. Revue à laquelle a aussi participé Renan Coquin, dont nous reparlerons bientôt. Tu as aussi illustré Rennes au féminisme, une publication de l'association HFR, Histoire du féminisme à Rennes. Tu sembles mener une vie d'illustratrice polyvalente, puisque tu fais des illustrations pour des viticulteurs, aussi bien que pour de la cartomancie, comme tu nous le révèles sur ton site d'artiste. Tu es parmi nous car tu as illustré ton premier album de BD, L'urgence de l'eau, sur un scénario de Christian Baudu. Lui réside à Redon et fait partie de l'association des hydrophiles, créée en 2015 et qui se veut une plateforme de réflexion autour des questions de l'eau et de l'environnement. Et de la réflexion, il va y en avoir pas mal, parce que Donald Trump a bien d'autres n'ont pas l'air de s'en soucier des masses, de l'avenir de l'être humain. L'album est paru en... novembre dernier, au bon soin des éditions Locus Solus, une BD reportage très pédagogique et complète sur le problème de l'eau en Bretagne. Voilà. Et donc Sophie Ladame ensuite, et on finira par le monsieur. Bon, à toi c'est plus facile, hein, parce qu'on est des fans de Thalassa avec Benoît, on loupe pas un épisode, et donc on a pu voir leur reportage Les Bonheurs de Sophie, qui est d'ailleurs disponible en 2 parties sur YouTube, si vous n'avez pas vu, c'est très beau. On y a découvert une enfance dans le Pacifique, papa était militaire et ça fait pas mal bourlinguer, des études dans la marine marchande et même un séjour sur le Renard. Tes études t'ont amené à quitter Tahiti à 18 ans et tu dis avoir mis plus de 12 ans à pouvoir revoir des images de Tahiti, donc ça nous amène à penser que tu dois avoir mathématiquement dans les 30 ans. On a bon? Voilà à peu près. Tu résides aujourd'hui à Saint-Malo et là tu es patronne d'un vieux gréement. Tu es aussi danseuse, grande voyageuse, galeriste et une grande aquarelliste et carnettiste. On a quelques carnets de voyage dans les albums qui sont en display devant. Tu as déjà publié des carnets de voyage sur tes destinations lointaines et sur ta cité corsaire d'adoption. Tu as aussi participé à monter des expos pour Quai des Bulles, le festival de Saint-Malo, avec un individu qu'on a vu passer là, mais qui... Ah ouais, t'es caché derrière, voilà. Et puis tu as accueilli aussi des expositions à la Galerie à la Marge que tu as créée avec ton complice d'expo qui est assis là, Sylvain Déné. Cela t'a conforté dans tes désirs de bande dessinée et tu as franchi le pas avec Bleu Amer chez La Boîte à Bulles. Et en cherchant un scénariste sur qui t'es tombé, eh ben le même, Sylvain Déné, justement au scénario. Alors celle-ci est parue en 2018 et raconte l'histoire d'un parachutiste américain qui arrive sur l'île de Chausey au printemps 1944 et perturbe la vie des Iliens. Et votre collaboration s'est confirmée en mai 2024, toujours avec Silver, pour La Boîte à Bulles toujours, avec La vie rêvée d'un papillon, une biographie multidimensionnelle d'Henri Charrière, dit Papillon, le bagnard le plus célèbre de France, puisqu'il a quand même été interprété sur grand écran par nul autre que Steve McQueen. Tes planches sont exposées dans l'office de tourisme de Perros-Guirec. Alors, il faut marcher un peu, monter la côte, et puis je ne sais même pas si c'est ouvert le dimanche après-midi. Et sinon, tu es gauchère.
Oui, ambidextre, mais... Maxime Delisle, encore un marin. Scénariste de son état, Maxime, dans ta première BD, Le Passage intérieur, dessiné par Bachmai pour Delcourt en 2022, tu racontais un périple en Alaska avec 2 amis et 3 kayaks. Périple qui a bousculé ton existence puisque tu y as constaté que même ces lointaines contrées portaient de nombreux stigmates aveuglants du réchauffement climatique en cours. Tu écris, je cite, « Le passage intérieur est l'un des endroits les plus isolés de la planète. Mais même là, la violence de l'impact de l'humanité sur le sauvage saute aux yeux. » À la fin de ce voyage, tu décides de t'engager encore plus dans la lutte pour préserver les océans, en devenant capitaine d'un vaisseau de Sea Shepherd, le Bob Barker. Tu croises au large des côtes du Bénin et de la Guinée pour lutter contre les chalutiers qui détruisent l'écosystème. Tu exposes toutes les tragiques et multiples facettes de cette prédation halieutique généralisée dans Pillage, album paru chez Delcourt et dessiné par le fort sympathique Renaud Coquin. Dessinateur qui, tout comme Julie Waugh, a participé à la revue La Vilaine, comme quoi le monde, même s'il se réchauffe, est bien petit. Cet album, où tu fictionnalises ton expérience à bord du Bob Barker, a obtenu le prix Nature cette année et fait l'objet donc d'une belle exposition de longue durée à la Maison du Littoral de Ploumanac, facilement accessible au festival par navette ou par le Sentier des Douaniers jusqu'au 31 juillet. Tu surenchéris avec On a mangé la mer, une enquête au cœur de la crise de la pêche en France. Et c'est chez Futuropolis, cette fois, avec Olivier Martin au dessin. Ce livre complète parfaitement Pillage et nous montre bien que le péril est partout présent, même sur nos côtes. Donc voilà, mesdames, messieurs, nos 3 autoristes d'aujourd'hui. Le forum est terminé, on a fini les présentations. Non, alors on va parler de leurs œuvres et on ne pourra pas par contre cacher très longtemps qu'il y a certaines problématiques assez lourdes qui vont être évoquées durant ce forum. Donc si vous ne vous sentiez pas encore éco-anxieux, voilà, vous allez le devenir dans les minutes qui suivent, désolé. Et d'ailleurs, une première question un peu boutade à vous 3. Est-ce que vous êtes référencés dans l'ouvrage Art séquentiel et catastrophe de Charlotte Krauss et François Lavocat aux presses de la Sorbonne, paru l'an dernier? Alors ça, c'était une boutade. On va commencer par une question de Benoît, avec l'eau douce. Commençons par l'eau douce. Alors Julie, l'urgence de l'eau aborde, au travers d'un périple fictionnel où l'on suit une journaliste et un écrivain qui parcourt la Bretagne, le problème des ressources bretonnes en eau. Comment garde-t-on le moral en illustrant ce genre d'album? Plus sérieusement, est-ce une problématique qui te tenait déjà à cœur avant d'illustrer le scénario de Christian Baudu? Alors oui, du coup, en fait, comment j'ai participé à l'album, c'était comme un appel d'offres. En fait, du coup, j'ai répondu à l'appel d'offres. Et en fait, bien sûr, du coup, c'était une problématique qui me tenait à cœur. En même temps, on ne peut pas passer vraiment à côté de la problématique écologique en ce moment. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Et en faisant l'album, c'est vrai que j'ai eu quelques sueurs froides parce que j'ai appris il y a quelques données qui sont un peu qui sont un peu oppressantes, on va dire, et dont je pensais pas du tout. Par exemple, en Bretagne, tout le monde fait toujours une petite blague sur en Bretagne, il pleut beaucoup, il pleut tout le temps, et du coup jamais je me suis imaginé qu'on aurait pu manquer d'eau en Bretagne ou qu'on serait en fait on va presque être les premiers concernés s'il y a un réchauffement climatique. Et jamais j'aurais cru ça. Donc en vrai je vais pas vous angoisser non plus. Mais voilà, j'ai appris pas mal de trucs et j'étais pas le sujet m'intéressait mais j'étais pas hyper calée sur le sujet. Voilà. Il y a le bagat qui va passer. Dans la BD, quand on parlait de données, en fait, Christian Baudu a écrit là, que l'élevage en Bretagne, c'est 120 millions de tonnes de déjections par an. Et donc ça fait, je sais plus, genre 30 fois la population en fait. Oui, il y a plus d'animaux en élevage en Bretagne que d'êtres humains, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, super. On va commencer avec le bagad qui est en pleine forme. Non, tu parlais d'appel d'offres.
Et c'est quoi l'appel d'offres? C'est que Locus Solus dit bon, on a 4 millions d'euros. Un album. 5 C'est qu'en fait, c'est Christian Baudu et Gérard Gruot qui font partie d'une association Les Hydrophiles et qui sont venus voir la maison d'édition quand ils ont vu les algues vertes qu'en fait ça marchait hyper bien la série la BD documentaire pour parler aux gens, pour faire transmettre les idées. Et bah, du coup ils se sont dit bon ben on va prendre cette idée de la BD et donc ils sont allés voir Locus Solus. Et à partir de là, ils ont dit bon ben maintenant qu'on a l'idée, il faut trouver quelqu'un pour l'illustrer. Et c'est comme ça qu'ils ont d'ailleurs qu'ils ont propagé l'appel d'offres via La Vilaine et donc j'ai répondu. Ouais. Ok, ben maintenant on va passer à l'eau de mer. Sophie, en tant que grande voyageuse et marin, est-ce que tu te définirais aussi comme éco-sensibilisée? J'ai surtout un peu peur parce que vivant à Saint-Malo, puis même en Bretagne, on est quand même en première ligne pour les submersions marines et les problèmes de montée de l'eau. Et en fait, pour la petite anecdote, j'ai co-présenté une émission qui s'appelle Littoral sur France Télé et j'ai essayé d'amener à chaque fois des sujets un peu plus engagés, ne serait-ce que la pêche. Oui, mais quelle pêche? Toi, par exemple, j'avais parlé de toi. Ah oui, mais nous on aimerait bien plutôt un papa et un fils, quelque chose de plus humain. Ok, d'accord. C'est pas une critique, hein, c'est juste que c'était des lignes éditoriales. Et quand j'ai voulu par exemple parler des submersions marines, on est allé à la presqu'île de Gavre, c'est ça. Et on a eu des intervenants qui voulaient absolument, et même la réalisatrice voulait donner un côté positif à tout ça. Alors oui, il y a des solutions parce que c'était justement un scientifique qui parlait des alcobox et des solutions pour retenir le sable plutôt que des constructions, donc c'est super. Mais en fait, moi je trouve que c'est compliqué tout ça parce que il faut en parler pour ne pas faire peur. Donc parce que surtout, il ne faut pas culpabiliser les gens, alors qu'en fait, c'est un peu l'humain qui est à la base de l'accélération de tout ça. Et quelque part, moi, ça me terrifie. C'est surtout l'humain qui me terrifie en fait. Maxime, tu veux peut-être rajouter un mot aussi là-dessus. Après, tu auras plusieurs mots, hein, c'est sûr. Mais... Sur l'éco-anxiété ou sur le... ouais, sur tout ça, parce que c'est vrai que... Comme on est dans l'eau de mer, mais on va te laisser Benoît poser la question, comme ça tu... Nous, le sujet de pillage, c'est pas la montée des eaux, c'est le fait que l'humanité est en train de dévorer la mer, et qu'on est en train de la vider de toute sa vie, alors que la base de la vie de l'océan, c'est les poissons. Et donc on parle entre autres de la surpêche en Afrique de l'Ouest, qui est un exemple de ce qui se fait partout dans le monde. Parce qu'on mange aujourd'hui 9 fois plus de poissons qu'il y a 100 ans, à la fois parce qu'on est 3 fois plus d'êtres humains, et aussi parce que chaque être humain mange 3 fois plus de poissons aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Parce que les bateaux sont plus gros, parce qu'ils peuvent aller plus loin, parce qu'il y a des systèmes de réfrigération à la fois sur les bateaux et à terre qui font qu'on mange beaucoup plus de poissons. Et ce qu'on essaye de faire, pas dans le pillage, mais dans la BD d'après aussi, c'est de mettre une petite claque, et avec Piège on le met dès la couverture en disant mais il se passe vraiment quelque chose, on est en train de faire saigner la mer, on est en train de ratisser en fait tout ce qui se passe, toute la vie qu'il y a dans l'eau, et essayer de dire aussi qu'il peut y avoir de l'espoir, parce qu'il y a de l'espoir. On essaie de trouver cet équilibre délicat entre faire peur, parce qu'en effet ça fait peur quoi, et dire qu'il y a de l'espoir parce que l'océan est hyper résilient, et que si on laisse tranquille, si on arrête de vider tous les poissons qui sont actuellement mangés, ben, ils reviennent vite parce qu'ils ont, plus que les lapins, ils ont une capacité de reproduction qui est très forte. Et donc si on laisse les poissons tranquilles, ils reviennent fortement. Et il y a plein d'études de cas là-dessus, sur les anchois dans le golfe de Gascogne, et aussi sur d'autres poissons qui sont d'autres mammifères, animaux marins qui sont les baleines. Dans les années 80, il y a quasiment plus de baleines parce qu'on les pêchait pour le commerce. Et à l'échelle mondiale, quasiment tous les États de la planète se sont dit on arrête de faire des bêtises avec les baleines, on les laisse tranquilles. Et là récemment, elles reviennent en masse. Donc on va vers le mur si on continue comme ça, mais on a des solutions et on essaie de les montrer. Ben c'est très bien, tu as répondu à la question que j'allais te poser. Sans le vouloir, tu as répondu à la question numéro 3. Et donc maintenant, vous poser une question à vous trois. Pourquoi vous avez choisi la BD pour aborder des sujets aussi complexes?
ce qui est un peu moins vrai pour Sophie, hein, mais on a inclus dans le... Et pensez-vous que la BD d'aujourd'hui offre plus de liberté créatrice tous azimuts, là c'est vraiment pour les trois, que du temps de, disons, et ça c'est pour André, disons Tintin au Congo? Bon, je continue. Pourquoi la BD? La BD, ça me permet de mettre du beau sur des sujets qui sont lourds. Et ça permet en quelques images ou juste une case de faire passer tellement de messages. Je pense que si on avait fait un bouquin avec Renan sur la surpêche sans images, il n'y aurait pas grand monde qui l'aurait lu. Et là on raconte une histoire qui a du fond, mais en créant des émotions. Et donc à la fois ça, à la fois je trouve que le binôme, alors c'est pas le cas dans toutes les BD, bah aussi nous c'est à chaque fois, mais scénariste et dessinateur, ça renforce l'histoire en fait. Le fait qu'on soit plusieurs, qu'il y ait différents regards, où en fait dans une même case on peut avoir le scénariste qui va écrire quelque chose, où il y aura du texte, mais aussi l'image qui complémente le tout. Donc je trouve que c'est assez puissant, et on le voit en France, ça bourgeonne de partout. Et est-ce qu'il y a plus de liberté aujourd'hui qu'hier? Évidemment. Enfin, c'est hallucinant la diversité des bandes dessinées maintenant, sur le nombre de pages, sur les types de couleurs, sur le mix de dessins photos, de couleurs noir et blanc, enfin, c'est une infinité de richesses. Et c'est ce qui fait, je pense qu'on a plein de festivals aussi partout. Ouais. Donc clairement, on est plus libre. On sort des 48 pages avec 8 cases par page. 48 cc. Julie, Sophie? Moi, comme je le racontais tout à l'heure, c'est le scénariste qui se sont orientés vers la BD documentaire, parce que pour parler à un plus grand public, toucher plus de monde, qui soit plus sensible, pour pouvoir parler plus facilement de cet enjeu de l'eau qui est hyper important et qui va de plus en plus faire parler de lui, parce que ça devient un peu critique. Voilà. Et moi, ma partie, elle est plus, j'allais dire, poétique. Si je peux, voilà. Même dans non, mais c'est vrai, moi, je vis toujours de la mer partout, surtout dans mes peintures ou dans mon travail en général. C'est quelque chose qui me porte, parce que, ne serait-ce que témoigner, voilà, de la beauté et de la force de ce milieu-là. Et pour pas qu'on l'oublie, pour qu'on y pense. Enfin, même si c'est pas écrit sur la couverture, c'est un peu un... Quand on fait du bateau, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses à changer, ne serait-ce que dans nos manières d'entretenir nos bateaux, d'être en mer, etc. Bon voilà, chacun peut mettre sa grosse pierre quand même. Alors, pour compléter la précédente question, lors de l'inauguration de l'Expo Pillage ce jeudi soir, Renan Coquin, c'est Renan Coquin, dessinateur du livre, nous a expliqué qu'il souhaitait ne pas faire un livre documentaire, mais utiliser la fiction pour véhiculer de nombreuses informations. Pillage est donc un docu-fiction. C'est aussi le choix fait pour l'urgence de l'eau. Et la vie rêvée d'un papillon ne déroge pas à la règle, puisqu'ils y sont mêlés des éléments biographiques, autobiographiques, cinématographiques et fictionnels. Alors, est-ce que... Quelle est la question? Quel suspense. Est-ce que chacun et chacune de vous pourrait nous dire un petit mot sur ce liant fictionnel présent dans chacun de vos livres et sa nécessité, bien sûr? C'est vraiment le sujet de la BD La vie rêvée d'un papillon. Bon, ça c'est Silver qui l'a porté, qui l'a écrit, parce que c'était le sujet de Papillon lui-même, ce bagnard qui devient célèbre par son récit et dont la vie est adaptée, enfin une partie de la vie est adaptée au cinéma. C'est quand même une vie assez extraordinaire. En fait, tout le travail qui était sympa à faire, au-delà du sujet, c'était de savoir où est-ce qu'on mettait de la vérité et où est-ce qu'on prenait des libertés, comme lui a fait dans son propre récit. Enfin, ce personnage-là, il a été décrié à l'époque, mais en fait, c'est ça qui est génial, parce que dans toute... Enfin, c'est un peu bête à dire, mais dans toute fiction, il y a des choses réelles, et dans tout récit réel, il y a un tout petit peu de fiction, on est obligé parce qu'on adapte, et puis de toute façon, dans toute création, on passe par un prisme, quoi qu'on fasse, qu'on raconte dans n'importe quel médium, on a notre prisme. Voilà. Et ça, quand on a de la chance, enfin je parle surtout pour vous, mais même pour mes prochains bouquins aussi,
quand on a la chance de pouvoir faire des bouquins, et ben, faut toujours se demander déjà qu'est-ce que j'ai envie de dire, que j'ai l'occasion de le mettre quelque part et de m'exprimer, qu'est-ce que je dis, et dans l'évolution, c'est vrai quand toujours se poser cette question-là, qu'est-ce que je véhicule, qu'est-ce que je veux donner, est-ce que ce soit de l'émotion ou du message, voilà, on a cette liberté-là, quoi, c'est quand même génial. Nous sur Pillage, donc Pillage c'est un docu-fiction sur la surpêche en Afrique de l'Ouest et sur une ONG qui s'appelle Sea Shepherd qui fait de la lutte contre la pêche illégale. Moi j'ai passé 1 an sur leur bateau à vraiment faire de la lutte contre la pêche illégale et on raconte ça dans Pillage et c'est en docu-fiction ce qu'on a. Le motto c'était un peu d'allier l'émotion et la raison, c'est de faire passer des messages de fond sur l'océan est vital, on est en train de le dévorer. La pêche est responsable de ça et il faut absolument qu'on réduise fortement et on sait comment faire. Mais juste ce message il était un peu lourd et donc on a voulu mettre de l'amour, de la bagarre, des vrais personnages qui sont inspirés très très, très fortement de faits réels, de gens d'amis, des gens que j'ai vus. Mais allier c'est de mettre de l'émotion dans ce récit. C'était important pour nous et Renan a beaucoup poussé pour ça. Et je crois que finalement ça marche bien. Parce que la lecture est plus douce, on s'attache à des personnages et du coup on passe un bon moment en plus d'apprendre des choses. Julie. Du coup, moi j'ai bossé avec le scénariste, donc Christian Baudu, donc qui a repris des données et pour les rendre plus digestes, plus faciles à lire, qu'il a inventé un road trip avec 2 personnages qui se questionnent sur les besoins de l'eau et qui vont petit à petit faire des parcours pour étaler un peu, parce que c'est beaucoup, malgré tout c'est de la docu-fiction, donc c'est beaucoup de documentation, beaucoup de chiffres, et rendre ça plus digeste, ça a été tout un travail qu'on a fait ensemble pour éviter les graphiques, pour rendre ça plus lisible pour la plupart des gens. Tu voulais pas faire un PowerPoint géant en fait? Non, voilà, c'était l'idée de ne pas faire, oui, c'est ça. Et je crois que le cerveau humain, il se souvient des histoires, pas forcément, un peu des chiffres, mais surtout des histoires, et c'est pour ça que de la fiction dans du documentaire, ça permet aux gens de plus retenir, je pense. Mais on se rappelle les chiffres aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des 120 millions de tonnes de déjections par an en Bretagne. Mais alors je sais plus si c'est dans Pillage, je crois que c'est dans Pillage, il y a une postface de Camille Etienne, et donc elle parle de la résilience de l'océan, et donc elle dit que depuis 1960, grâce à l'océan, il y a l'équivalent de 3,6 milliards de bombes atomiques en énergie qui ont été absorbées par l'océan, et que s'il n'y avait pas l'océan, il ferait 70 degrés l'été en Europe depuis des années en fait. Donc il y a quand même des chiffres qui... Okay. Il y a des chiffres qui marquent en effet. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a parlé de la fiction, on voulait savoir, Julie avec Christian, Sophie avec Silver, et toi Maxime avec Renan et avec Olivier Martin aussi, parce que tu as le droit aussi de parler de On a mangé la mer. Hein, c'est pas... Comment vous passez du sujet à sa mise en image? Ça c'est la petite question qui fait une ligne, mais alors après vous vous débrouillez pendant une demi-heure. Avec Sylvain, on travaille dans notre galerie, donc on est côte-côte. Donc c'est super parce que j'ai un ping-pong, et puis des fois je lui montre, il me dit oui, non, puis des fois je l'écoute pas, des fois je l'écoute. Enfin, je lui dis que je l'écoute, en fait je fais tout à fait autre chose. Mais c'est super parce que c'est vraiment dur de visualiser en fait, même si c'est ce qu'on fait, c'est quand même pas évident. Parce que par exemple Silver, lui, l'image, enfin il voit pas en image, un peu bizarre de dire ça. Et donc alors, on a beaucoup de liberté, mais justement la page blanche, elle n'est pas évidente parce que suivant comment on va amener le dessin ou le découpage, ça change carrément la donne. C'est comme en cinéma, la mise en scène, la photo est très importante. Et nous on aime bien essayer de tout amener par le dessin avant de l'amener par le texte et les dialogues. Donc, pour le coup, d'ailleurs notre première BD Bleu Amer, elle est quasiment muette, et souvent les gens disent à Silver, dis donc t'as pas fait grand chose. Elle est courte ton histoire, alors qu'en fait c'est ça qui est pour moi qui est génial, c'est vraiment cette question de mise en scène, elle est hyper importante, justement t'en parlais pour amener de l'émotion, un parti pris et puis de la poésie.
Qui veut enchaîner, Maxime ou Julie? Je peux parler de la durée en fait. Et ce qui est. Faire une BD, c'est toujours très très long. Moi je pensais, donc j'ai fait 3 BD. La première, je me dis, mais en 6 mois c'est bon, c'est torché, je sais faire des slides, je vais pouvoir le faire. En fait, c'est toujours 2, 3, 4 ans de processus. Parce qu'en fait, c'est hyper dur de mettre des idées en images et surtout ensuite de le dessiner. Si on veut dessiner, faire porter un message fort, ça met du temps. Donc déjà, je peux en parler. Et cette temporalité, elle est nécessaire en fait pour travailler à deux et pour ensuite amener quelque chose de fort et qui tient. Alors qu'on est plutôt dans une période de vie où il faut poster tous les jours et tout est dans l'immédiat. Et je trouve que c'est fort dans la bande dessinée, c'est que c'est des gens qui prennent du temps pour créer et ils savent que c'est 2-3 ans de process. Les dessinateurs, c'est hallucinant, mais c'est un an à plein temps, 2 ans à plein temps sur ce même sujet parfois. Donc déjà le temps, et puis après c'est juste étape par étape, il y a du processus assez simple sur on commence à écrire, puis après on fait du storyboard, puis après on fait du crayonné, puis après on fait de la couleur, puis après on met du texte, puis après on scanne. Et ça, en fait, toutes ces étapes, découper toute cette histoire en plein de petits sous-morceaux, ça permet de passer d'une idée à quelque chose qui marche. Et après, ça dépend des talents. Pour parler de On a mangé la mer, qui est une BD que j'ai sortie il y a 1 mois, qui est donc cette enquête sur la crise de la pêche. C'est du documentaire pur, il n'y a pas de fiction. Et Olivier Martin, il a une capacité et c'est du talent, je pense à faire de l'infographie, quoi, sur une seule image, une seule page, créer tout un système. Et ça, je sais pas comment il fait. C'est juste qu'il a ce talent, il voit tout ça. Et toi, Julie? Moi, c'était un peu particulier quand même, parce que j'étais quand même prestataire. Donc Christian Baudu qui a pensé l'histoire. Il est journaliste, il a bossé sur des films. Donc les indications que j'avais, c'était jour intérieur, jour extérieur, nuit. Voilà. Et en fait, il décrivait ce qui se passait dans la page. Et ensuite, moi, je lui proposais un découpage par page. Et ensuite, on validait ça ensemble. Et après, bon, il me laissait quand même de la marge. Il y a des choses où je pouvais lui faire des retours que je trouvais peut-être le texte des fois un peu vieillot ou un peu... et ça, il me laissait... Enfin, il écoutait vraiment et puis on pouvait avancer sur certaines parties, certaines mises en page de l'histoire. Mais après, c'était quand même son axe et son histoire qu'on a travaillé ensemble. Et en 4 ans, j'imagine que les chiffres ont dû changer, donc il a fallu se réadapter et refaire la BD ou certaines planches. Non, je plaisante. Alors Maxime, tu as créé l'ONG Systémique, dont le credo est « Pour un océan vivant par une révolution systémique de notre alimentation, Systémique a pour mission de protéger l'océan en proposant des pratiques alimentaires qui répondent aux impératifs de durabilité, de santé et de justice sociale. » Et tu es en train de mettre sur pied, sous l'égide de l'ONU, une sorte de GIEC de l'océan. C'est la première fois que nous avons un ONG. Je me suis entraîné, ONGiste en forum, et on aurait aimé te laisser parler de ces 2 projets en commençant par Systémique. Ok, merci. Donc à la fin de Pillage, c'est ce que j'ai fait avec Sea Shepherd. Le but c'était d'être en mer, d'aller lutter contre la pêche illégale en mer. Et je me suis dit ensuite, en débarquant, en retournant sur Terre, qu'il y aurait toujours des pêcheurs qui vont faire n'importe quoi en mer s'il y a une demande de poissons. Et donc il faut aller traiter le problème à la racine. Être radical, c'est ça, c'est aller à la racine. Et du coup j'ai monté Systémique, dont l'objectif c'est de protéger l'océan, qui est vital. Sinon, tu le disais, c'est le plus gros climatiseur de la planète. Et du coup, ce qu'on fait avec Systémique, c'est de sensibiliser les décideurs d'aujourd'hui, pas les citoyens, mais les décideurs, que ce soit des décideurs politiques ou des décideurs de grandes entreprises qui servent des millions de repas par jour. Ça va être Sodexo, ça va être Carrefour, ça va être les chaînes d'hôtels d'Accor par exemple, en leur disant si vous mettez du poisson mal pêché dans les assiettes de vos clients, et ben vous allez tuer la planète, vous videz la mer.
Et donc on commence par un type de poisson qui est le saumon, qui est le poisson d'élevage le plus consommé en France. C'est un poisson qui explose en termes de consommation. Il y a une vingtaine d'années, on mangeait du saumon à Noël. Maintenant, il y a plein de gens qui mangent ça de manière hebdomadaire. Et ça a des impacts systémiques, d'où le... Je vois des mains qui se lèvent au fond de la salle. J'adore ça, ouais. Et du coup, il y a des impacts systémiques, d'où le nom de l'association. Ça a des impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé des consommateurs, c'est socialement, éthiquement, etc. Et donc on essaie de réduire. Ça, c'est systémique. Le nom, si vous voulez voir, c'est un petit jeu de mots en anglais avec la mer, C-S-E-A. Et il y a un K à la fin, parce que le systémique avec un C.org était déjà pris quand vous voulez l'acheter. Et du coup, on a mis un K. Et l'autre projet dont tu parlais, c'est l'IPOS. IPOS, c'est l'International Platform for Ocean Sustainability. C'est en effet une espèce de GIEC de l'océan. C'est du conseil scientifique pour décideurs politiques. Le but, c'est les Nations Unies qui vont aller accompagner les États, les ministres et les chefs d'État de partout sur la planète sur comment réduire la surpêche, comment réduire la pollution plastique, comment protéger les écosystèmes fragiles, les mangroves, les coraux, les espèces fragiles, les baleines, etc. Et donc on va mettre... Et alors que le GIEC, c'est le même rapport de 5000 pages pour tous les États de la planète, l'IPOS, ça va être du sur-mesure, donc c'est un problème donné dans un pays donné, et on va mettre en place un groupe d'experts qui va travailler entre quelques semaines et quelques mois pour ensuite arriver à des recommandations pour que l'État dise je vais protéger l'océan. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. D'accord. Et on parlait des chiffres qui fâchent tout à l'heure je pense que c'est dans Pillage, t'écris qu'en 2040, si on continue comme ça, la mer, ce sera en gros des mollusques et puis il y aura des petits poissons. C'est bon les mollusques en même temps. Non mais c'est même pas les mollusques, c'est les céphalopodes en fait. Ouais, alors ça c'est quelques articles scientifiques qui disent ça. Méduses aussi. Ouais, c'est qu'on va se transformer en mer de méduses. En gros, c'est si on pêche trop, on va réduire à la fois la diversité des espèces et à la fois le volume de poissons. Et donc, si on tire les courbes, c'est assez artificiel, hein, mais si on tire les courbes, c'est possible qu'il y ait quasiment uniquement que des méduses dans la mer. Et c'est alors la probabilité que ça se passe, elle est assez faible, mais c'est un message très fort parce que aussi en termes d'image, on image une mer de méduses et ça fait peur. Et donc les gens se disent il y a un vrai problème. Mais scientifiquement, ça amène à pas mal de débats le fait qu'on va arriver à ça. C'est la 8, c'est quoi? Alors, on va passer aux questions des scénaristes, des questions des dessinateurs pour le scénariste. Le petit coquin nous a posé la question de savoir quand est-ce que vous remettez le couvert, en fait. Ok. As-tu de nouveaux projets pour lui? Ah bah, ok, super. Donc le petit coquin, c'est Renan, et pas Renaud, coquin, avec qui c'était un très grand plaisir de travailler. On n'a pas encore de projet tous les deux, parce que lui, mais moi je suis sec en fait, pour l'instant j'ai pas d'idée, parce que j'ai fait 3 BD en 4 ans. Je pense que je vais laisser mon cœur et ma tête en jachère pendant un petit peu de temps pour avoir une idée qui me porte. Je parlais du temps tout à l'heure, ça prend 3 ans de faire une BD. Et donc c'est beaucoup de temps, et donc il faut avoir très envie de la faire. Et du coup, il faut que l'idée, elle brûle de l'intérieur. Et donc pour l'instant, je vais plutôt porter On a mangé la mer, qui est sorti il y a juste 1 mois. Et le but, c'est de diffuser le message, et donc faire ça pendant quelques mois. Et après, j'aimerais vraiment beaucoup faire un truc avec Renan, parce que c'est un plaisir, parce qu'il est très fort, et qu'il est de plus en plus fort, parce qu'on parle pillage, mais lui, il sort de la semaine prochaine enfermé, et allez voir, c'est en avant-première ici, c'est magnifique. Parfait. Sophie, voici maintenant une petite question du petit Silver D de Saint-Malo, mais apparemment il a spoilé. Alors. Est-il possible, tout en étant lisible, de mêler bande dessinée et carnet de voyage pour raconter une histoire, et quel genre est le plus difficile à réaliser? Non, c'est la BD qui est plus difficile. Le carnet de voyage, en fait, on est seul. C'est une gymnastique, en fait. Hein. Il suffit de le faire assez longtemps pour commencer à dérouiller. Et en fait, on est très libre, on est seul, on prend son rythme, on s'invente un peu son monde. La bande dessinée, puis c'est des images un peu affilées, même s'il y a une narration.
C'est peut-être plus complexe, mais voilà. Alors la BD, ben, comme on l'a dit, il y a déjà un scénario avec souvent beaucoup une narration qui est plus compliquée et dans le texte, et dans le fond, et dans la forme. Voilà, donc c'est complexe et moi j'en suis venue à la BD parce que j'avais besoin d'un challenge, je trouvais ça beaucoup plus compliqué. Et puis il y a un moment aussi où j'en avais marre d'aller faire des bouquins sur les lieux géniaux pour dire aux gens allez-y. Et voilà, c'est fait très snob de dire ça, mais je trouve que le surtourisme, je ne comprends pas. Et j'étais mal de participer à ça. Et en fait, parce que les éditeurs vous disaient va plutôt à un endroit où ça peut être porteur d'un point de vue touristique. Ouch, non. Voilà. Les premiers que j'ai fait, pourtant, c'était avec Gallimard, avec le conservatoire du littoral. Donc c'était pour promouvoir justement la nature, etc. Mais voilà, quand on peut porter quelque chose, un beau projet, c'est super, mais quand ça devient que touristique et commercial, ça l'est plus. Alors que la BD, voilà, j'ai trouvé un... Mais il y a ce côté dessin qui dans mes BD revient, et puis ça va plus... c'est compliqué parce que c'est très dur de faire comme si c'était très simple avec 3 traits. Et voilà, c'est mon cheminement et je vais continuer à bosser là-dessus pour garder cette urgence de carnet de voyage, de dessiner avec peu et pour que ça vibre, quoi. Et puis aussi le pas fini, ce côté pas fini. Moi quand je vois les autres dessinateurs, ils font des super croquis, ça vibre et tout, puis pouf, après ils gomment, ils font tout propre. Et moi ça me perturbe. D'accord. Et on peut remarquer, tu as un de tes carnets de voyage qui est sur Saint-Malo. Il paraît que le tourisme monte en flèche depuis... il paraît que maintenant il y a du monde à Saint-Malo. Non mais là, voilà, c'est ma faute. Alors, la prochaine question, c'est pour toi, Benoît, du coup. Ok, alors Julie, une question du petit Christian B de Redon. Il dit d'abord que ce fut un vrai plaisir de travailler avec toi et voulait savoir 2 choses. D'abord, si tu étais prête à travailler de nouveau avec lui. Ensuite, quelles difficultés as-tu rencontrées dans l'expression graphique des différentes thématiques abordées dans votre ouvrage ? Déjà, ça a été un plaisir de travailler avec Christian. Hyper facile. On avait à peu près les mêmes horaires, c'est-à-dire je lui envoyais quelque chose à 11h du soir, il me répondait à minuit et demi, je lui répondais à 1h du matin, enfin voilà, c'était hyper fluide, hyper nocturne, voilà, mais hyper réactif, donc c'était très bien. Et après la deuxième question, j'ai oublié. Les thématiques, c'était pas toujours évident parce que Christian il a dans sa culture des bandes dessinées que moi j'avais pas dans ma culture, donc c'est-à-dire il lisait beaucoup de bandes dessinées belges alors que moi pas du tout. Et des fois, il avait des idées d'extrapolation des expressions de personnes ou des déformations de personnages que du coup j'avais pas dans ma culture, et du coup j'ai essayé de le suivre du mieux que je pouvais dans ses idées, mais c'est difficile d'être dans la tête de quelqu'un après avec voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, merci. Hier, Virginie Augustin nous expliquait que le fait d'avoir travaillé avec Christin, qui est d'une autre école et d'une autre époque, l'obligeait à concevoir des planches en travaillant plus sur l'ellipse et la capacité qu'a l'ellipse de changer d'époque, et de moment. Donc ça revient un petit peu à ce pont entre les générations que tu as pu connaître. Voilà, là c'est la question friandise que Benoît et moi on aime bien, et Clotilde aussi qui n'est pas là cette année. Chacun et chacune, pouvez-vous nous offrir un scoop en nous révélant ce sur quoi vous travaillez en ce moment et quelle serait votre prochaine parution? Alors moi je vais me contredire complètement. C'est pas grave ça. Ouais.
T'as le droit. Tu vas faire un carnet de voyage sur la baie d'Along. Non, en fait, il y a plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de voyages à Petra en Jordanie avec une journaliste qui est aussi archéologue, qui a été rédactrice en chef d'Ushuaïa Magazine, enfin qui est passionnante. Et c'est un peu une visite du site avec une petite voix d'Arte qui vous raconte le site, quoi. Et moi je trouve ça passionnant. Et de toute façon, c'est un site touristique qui est voué à être touristique. Donc allons-y. Voilà. Je ferai pas grand chose. Et puis ce qui est chouette, c'est que le livre va peut-être exister aussi là-bas en anglais. Enfin, j'aime bien. Et puis sinon, j'écris un livre tout à fait différent. Enfin, pour l'instant, c'est qu'en écriture, mais sur mon parcours en tant que femme ou fille, voilà, et tout ce qu'on peut subir comme choses pas correctes dans nos vies. C'est pas très gai, mais tu parlais, je sais plus qui parlait c'est toi qui parlais du sujet qu'on doit porter et qui vibre à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un sujet qui fait plus que me porter et ça va changer complètement, mais voilà, c'est aussi mon coup de gueule. Donc j'espère qu'il va voir le jour. Maxime. Moi je prends, donc je disais, j'ai pas de projet de lire actuellement, mais deux choses actuellement. Une qui vient de sortir, c'est avec Systémique, on vient de faire déposer par des députés une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour interdire des projets de ferme-usine hyper intensifs de saumon. Vous prenez le pire des fermes de poulets ou de cochons, vous mettez ça à terre, donc vous mettez des saumons qui verront jamais la mer, qui vont grandir dans des piscines. Et donc on va essayer de porter ça. Et après, sinon, ce qui va sortir bientôt, c'est, on espère, début juin. Ce projet des Nations Unies devrait être lancé en juin. Parce qu'en juin, il y a la conférence des Nations Unies pour l'océan. C'est une espèce de COP de l'océan qui a lieu tous les 3 ans. Ça a lieu cette fois-ci pour la première fois en France. Et donc ça va être un grand rassemblement avec des dizaines et des dizaines de chefs d'État qui vont discuter, pas s'engager parce que c'est une conférence, c'est pas une COP, mais ils vont discuter et faire avancer plein de sujets sur la protection de la mer, de la haute mer on espère, des fonds marins on espère. Et il y aura cette iPose qui va naître, ce projet sur lequel je bosse depuis 2 ans. Là, on y va. C'était qui? Main experte. Allô? Ça repart. C'est bon. Donc Julie. Moi je vais revenir un peu aux sources parce que j'ai commencé la BD avec le fanzine La Vilaine à Rennes où en fait c'était un fanzine avec plein de copains. On précise juste, si vous ne connaissez pas La Vilaine, comme fanzine, ça se pose là un peu. Parce que les fanzines, on a l'habitude de trucs comme ça à graffer. Oui, là c'est quand même une revue un peu luxe. Et du coup, quand j'ai fait la BD, j'ai un peu laissé ça de côté. Et puis là, je vais revenir d'ailleurs avec Renan Coquin. Et puis après, mes autres projets, je vais m'éloigner un petit peu de la BD documentaire, je pense, pour un temps. Parce que c'est très riche, mais c'est très prenant. Et revenir sur un truc un peu plus léger. Donc tu vas faire une BD sur ton festival de Perros-Guirec ou tu t'es pas resté assez longtemps? Tout à fait, vous m'avez démasqué. J'ai cru que quand tu évoquais le retour aux sources, tu allais refaire des vignettes pour les bouteilles de vin. Mais j'en fais toujours, oui. D'accord, à collectionner alors. C'est toi qui fais la transition. La transition qui est en noir, mais c'est pour toi parce qu'on a tout décalé. Se termine. Non, il y a une transition avant. La question du public, j'imagine. Exactement. Mais oui, Merci Maxime. Donc, et maintenant, nous aimerions laisser le micro aux personnes du public qui souhaiteraient vous poser des questions. Hier, il n'y en a pas eu, mais si vous en avez, même si Sylvain D a des questions, ou Erwan LD, ou Catherine P, ou Christelle C. Bon, allez. Ouais, une question de Catherine. Il n'a aucune idée. Ah, il n'y a pas de son. On l'entend. Qui n'a aucune idée? Qui n'a aucune idée de la question qu'elle va poser. Mais il faut bien toujours une première question. Et ayant été conférencière régulièrement, j'avais dans l'assemblée quelqu'un avec une question pour essayer de lancer le débat. Donc j'ai une suggestion pour
ces messieurs du forum et ma fille Clotilde qui habituellement est là, c'est que les prochaines fois, eh bien, ils mettent dans l'assemblée quelqu'un pour poser une question. Alors j'en ai une pour Maxime quand même, parce que Maxime a parlé des méduses. Ce phénomène est connu. Il porte un nom qui s'appelle la gélification des océans. Et on a eu la chance à Perros-Guirec d'avoir une exposition en extérieur qui n'était pas liée à la BD. Et on a fait une exposition de grandes photos de 1,50 m sur 1 m autour de l'église de Perros. Et c'était sur les méduses avec Eduardo da Forno, que je recommande à Maxime de rencontrer. Eduardo est un passionné de méduses. Il est dans un musée. Il travaille à la Porte Dorée. Il fait des photos de méduses. Sa femme est derrière. Elle met la main au milieu des méduses. Elle est piquée partout. Et lui, il joue avec son appareil photo et l'éclairage. Et il fait des photos exceptionnelles de méduses. Et il nous a déjà parlé de cette gélification des océans. Et il y a la main sur la photo? Non, non, ils sont très très doués. Hein, mais c'est madame qui met les mains dans. Bon, c'était pas une question, c'était une information. Merci beaucoup d'avoir trouvé le terme de gélification. Gélification, ouais. Le son? Est-ce que le son? On a plus de Ça, c'est bizarre, ça. Allez, je lance. Ouais. Ouais, bon, c'est bon. Je lance le micro. Et il y en a des fois, dans des mariages, ils lancent un bouquet. Si je lance Alors, le micro... si ça n'a motivé personne, on peut. Quelle heure est-il là, il est l'heure de retourner dédicacer. Donc, tu conclus? La motivation. Ce forum se termine donc. On remercie très chaleureusement nos 3 super invités et eux. Et on va les encourager à retourner à leur table de dédicaces respectives en leur offrant une très gauroise et debout ovation. Merci beaucoup. Merci à vous.